Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence de Smart Women, l'émission qui donne le pouvoir aux femmes. Alors aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que c'est un jour anniversaire. Cela fait maintenant une année pleine que je présente cette émission, donc j'ai le grand plaisir de recevoir chaque mois des personnalités, des hommes, des femmes, qui viennent témoigner de leurs convictions sur la nécessité de voir les femmes occuper leur juste place dans les sphères de pouvoir économique, politique, médiatique. Et pourquoi cette volonté partagée? Tout simplement parce que c'est là un levier très fort, à la fois de croissance, de création de valeur, d'un meilleur équilibre de la société, puis aussi, bien évidemment, d'écrire, notamment dans la tech, d'écrire un monde du futur qui soit tout à fait approprié et favorable à l'égalité homme-femme. Alors aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de recevoir tout d'abord Agathe Vauthier. Agathe Vauthier est la CEO cofondatrice du Gallion Project. C'est un think tank de référence chez les entrepreneurs de la tech. Viendra ensuite Soumya Malimbom, qui est à la fois entrepreneur, qui est vice-présidente Kérus et qui est également présidente élue de la CCI de Paris. Elle viendra d'ailleurs à ce titre donner son regard sur la situation des femmes dans le monde économique en général. Et puis je ferai le portrait d'Alexandra Curiel, qui est la CEO de Jesmar. Jesmar est une entreprise centenaire et l'un des leaders mondiaux des équipements ferroviaires. Voilà, un beau programme. Je commence tout de suite avec Agathe Vauthier. Bonjour Agathe Vauthier. Bonjour Marie-Claire. Ravie de vous retrouver sur ce plateau de Smart Women. Alors Agathe, vous êtes la CEO cofondatrice donc du Gallion Project que vous avez lancé officiellement, c'était en mai 2015 je crois, et c'était après des échanges, de rencontres avec Jean-Baptiste Rudel qui était à l'époque, qui était le créateur, qui a été initialement le créateur de Criteo. Jean-Baptiste qui est venu d'ailleurs dans cette émission il y a un an, c'était la première, pour parler justement, parce qu'en tant que grand acteur de la tech, parler de sa vision des femmes dans la tech. Alors, ce que je voulais, c'est que bon, déjà au départ, pour situer, après on parlera des femmes bien sûr, c'est le sujet principal, mais malgré tout pour situer finalement à quoi correspondait cette volonté de créer le Gallion Project, comment ça fonctionne, en quoi ça consiste exactement. Alors, le Gallion Project, c'est vraiment partie d'une volonté des entrepreneurs de la tech de se fédérer pour s'accompagner les uns les autres. En fait, c'est Jean-Baptiste Rudel qui est à l'initiative, donc avec moi-même, de ce fameux Gallion Project. Et il s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'entrepreneurs incroyables qui venaient de la French Tech, qu'on avait beaucoup d'atouts. Et donc, lui, il avait envie de partager son expérience pour que les entrepreneurs puissent voir plus grand, aller plus vite et surtout ne réitèrent pas les mêmes erreurs qu'il avait pu faire lui. Et il avait envie de le faire au sein d'un collectif avec plusieurs entrepreneurs, puisqu'on sait très bien qu'un chemin entrepreneurial, il est singulier, qu'il y a 1000 manières de réussir. Et donc l'idée, c'est de le faire à plusieurs. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? Il y a combien de membres? Alors aujourd'hui, on est 450 membres au sein du Gallion. On est vraiment très concentré sur la tech et l'hypercroissance, puisque pour rentrer au Gallion, il faut avoir levé des fonds. C'est ce qui fait un peu notre singularité. Et donc on s'aide dans cette phase de croissance. Donc tous les entrepreneurs ont une fameuse term sheet, ont des investisseurs, ont un board et des objectifs de croissance assez ambitieux. Et donc en fait, The Gallion Project, il y a ce réseau d'entrepreneurs de la tech où vous allez trouver toujours un pair avec qui ou une paire avec qui vous allez pouvoir partager, et aussi un think tank dans lequel on réunit un certain nombre d'articles et d'outils pour aider les entrepreneurs dans leur phase d'hypercroissance. D'accord, très bien. Et alors vous me disiez justement, quand on a discuté un petit peu ensemble auparavant, vous me disiez que le montant de la levée de fonds qui était nécessaire, qui était au départ d'1 million, avait été augmenté à 3 millions je crois aujourd'hui, et que de ce fait, comme les femmes lèvent moins de fonds, on le sait pour des tas de raisons, de ce fait, c'était plus compliqué éventuellement d'avoir des femmes au sein du Gallion Project. Alors, parlez-nous de la situation. Que représentent les femmes? Comment ça se passe pour elles? Qu'est-ce que vous avez comme programme spécifique éventuellement? Alors, la situation dans la tech, elle est assez catastrophique. Elle évolue, mais doucement, notamment grâce à nos amis de Sista que vous connaissez bien, Marie-Claire. Tatiana est venue d'ailleurs ici aussi. J'imagine bien que c'était une des premières invitées. Et donc, on sait qu'il y a 2% des fonds qui sont destinés aux femmes. Donc, 2%, c'est rien. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Et donc, moi, mon travail au sein du Gallion Project, c'est justement d'inviter ces femmes à rejoindre le Gallion. Donc, moi, j'ai 450 membres. Je dois avoir à peu près 80 femmes. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Ça représente à peu près 20%. Et donc, je pense qu'il
il faut vraiment encourager les femmes à venir aussi dans des réseaux qui soient mixtes pour qu'ils puissent échanger sur les bonnes pratiques. Vous avez raison, il faut la mixité pour qu'il y ait des exemples de part et d'autre, que ça ne soit pas uniquement concentré. Exactement, ça leur donne envie, ça leur crée des rôles modèles, et puis j'ai envie de dire dans les deux sens, parce que les hommes aussi ont besoin de rôles modèles féminins, puisqu'on sait que des entreprises menées par des femmes surperforment. Exactement. On a l'index féminin qu'on suit régulièrement. Et donc du coup, je pense notamment à Isabelle Ravier, qui est une entrepreneure dans la tech, qui grâce au Galion a vraiment senti son ambition stimulée. Elle en parle assez souvent, et elle s'est dit, attends, si eux ils lèvent 10 millions, pourquoi pas moi? Et là, elle a une entreprise en forte croissance. Donc voilà, moi ce que je vois aujourd'hui, c'est que la situation avance doucement. Et donc nous, le Galion Project, on est là depuis 8 ans. La nouveauté, c'est que maintenant, on compte les femmes pour que les femmes comptent. Oui, donc maintenant, le fameux slogan tout à fait de Sista. Et pertinent, donc on peut voir un peu l'évolution et avoir un réel impact. Il y a une prise de conscience aussi des investisseurs. Les entrepreneurs, c'est une opportunité, les entrepreneurs, les femmes, pour elles, d'y aller, puisque je dis à toutes les femmes que les entrepreneurs cherchent des projets portés par des femmes. Donc c'est vraiment un bon moment pour y aller. Et donc voilà. Mais qu'est-ce que... Alors justement, parce qu'en termes de programme, vous avez un programme spécifique pour elle, je crois. Oui, on a un programme spécifique dont je vais vous parler et qui est super intéressant à suivre. Donc on fait avec BNP Paribas depuis 3 ans maintenant. On a une promo de 10 femmes qui rejoignent le Galion. Alors je tiens à préciser qu'elles payent la moitié de leur membership. C'est plutôt moi qui ai souhaité ça, puisqu'on dit souvent que dans les femmes, en fait, elles ont aussi beaucoup de ponts, en fait. Et que moi, je me suis posé beaucoup la question de me dire, si j'ai envie qu'il y ait plus de femmes, il faut que ça soit gratuit pour les femmes. Sauf que je me suis dit, on fait du business, on n'est pas en boîte de nuit, c'est pas gratuit pour les filles. Différent à ce Exactement. Et moi, toutes les femmes entrepreneurs, j'ai posé la question à Rania Belkaya, par exemple, que vous connaissez bien à Céline Azort, elles m'ont toutes dit, on veut être traitées comme les hommes, on veut pas de traitement de faveur. Et donc là, c'est simplement, je leur dis, je vous donne un petit coup de pouce grâce à BNP Paribas, qui vraiment est très engagé sur ce sujet-là. Et ainsi, on fait rentrer des femmes davantage dans le Galion. Et la différence qu'on voit en fait entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes sont quand même moins en réseau. Je ne sais pas si vous l'avez pu le remarquer, mais les hommes, ils n'ont pas de problème pour aller dîner avec. Pour eux, c'est normal. Et nous, les femmes, c'est vrai que comme ça nous prend beaucoup de temps, toute la partie business, on rentre plutôt à la maison, aller s'occuper des enfants. Mais il faut aussi un peu prendre du temps pour le réseau, parce que c'est ce qui fait aussi qu'on décolle en fait dans sa boîte et même dans sa carrière. Écoutez, vraiment bravo et merci, parce que vous avez, une fois de plus, on a vérifié avec vous dans cette discussion à quel point finalement dans les leviers de l'entrepreneuriat réussi, il y a effectivement ce partage d'informations, ces bonnes pratiques, les exemples des pairs, l'accompagnement, et que c'est très important. Donc, oui, je pense que la création de rôle modèle, elle est essentielle, et d'où cette émission, on en parlait, c'est important que les femmes puissent s'exprimer, et aussi le message que je voudrais passer, c'est la différence de projets en fait portés par des femmes que je vois depuis 8 ans, qui vont sur de la deep tech, de la biotech, de la fintech, et c'est des projets qu'on voyait peu avant, et maintenant on voit que les femmes se lancent dans toutes sortes de projets avec une ambition démesurée. Absolument. Donc je suis ravie de... C'est le mot de la fin, Agathe. Exactement. Tout est possible et les femmes peuvent tout faire. Exactement. Merci beaucoup, merci Agathe. Merci Marie-Claire. Bonjour Soumya Benbaum. Bonjour. Merci d'être là pour nous apporter votre témoignage sur la place des femmes justement dans le monde économique notamment. Alors vous pouvez d'autant mieux le faire et plus le faire que vous avez un parcours et des engagements d'ailleurs variés, puisque je rappelais un petit peu en introduction, mais vous êtes entrepreneur, vous avez créé, vous avez développé votre boîte qui était sur la technologie de l'information pendant 15 ans, vous l'avez revendue au groupe Kérus, vous êtes devenue de ce fait vice-présidente business développement et ESG de Kérus, et vous êtes également, depuis quelque temps, présidente donc élue de la CCI Paris. Et c'est à ce titre que je voulais vous faire intervenir aujourd'hui, parce que vous avez ce regard sur, au sein de la CCI Paris, qui est une grosse CCI, de tout ce qui peut se passer. Alors, avant de parler des femmes dans le cadre de votre activité CCI, dites-nous un petit peu les grands chiffres, juste pour rappel, c'est quoi la CCI Paris, qu'est-ce que ça représente, et quelle était finalement votre ambition, feuille de route du démarrage, mais en très court pour qu'on puisse parler des femmes.
Merci. La CCI, c'est un établissement public dans le monde consulaire. En France, il y a 122 chambres de commerce territoriales, régionales. Moi, la mienne est départementale. Paris, c'est un peu le poumon de la France. C'est 380 000 entreprises, c'est 62 000 commerces. C'est le centre de tous les pouvoirs politiques, économiques, institutionnels. Et donc, on est un peu là, l'établissement au milieu du village, avec un entrepreneuriat très développé, puisqu'il y a 5 000 start-up aussi à Paris. Et donc, j'ai été élue pour un mandat de 5 ans, donc la deuxième femme en un siècle. Mmh. Oui, excuse-moi, mais vous m'avez dit d'ailleurs que sur les 120 chambres consulaires, il n'y en a que 20... Alors, sur les 122 chambres en France, il y a à peine 10% de femmes présidentes. Bon. Et on le voit bien quand on se retrouve en assemblée générale, il y a un phénomène un peu très bizarre dont on n'a plus trop l'habitude aujourd'hui, parce qu'il y a quand même beaucoup de mixité, mais de n'avoir que 10% de femmes dans une assemblée de 122 sans hommes, c'est effectivement c'est quelque chose qui n'est pas équilibré. Et donc vous avez été élue sur la base d'un programme en fait, Alors, élue effectivement sur la base d'un programme. Donc le programme, moi je suis une femme de la tech, donc pour à la fois apporter de l'innovation, de la créativité, et puis répondre aux enjeux qui attendent à la fois le commerce et les entreprises parisiennes, notamment avec l'arrivée des grands événements, la Coupe du Monde de rugby en septembre et les JOP l'année prochaine. Donc voilà, beaucoup d'enjeux et beaucoup d'interactions aussi avec tout l'écosystème en termes de sécurité, de mobilité. Et donc, le sujet de l'entrepreneuriat, pour moi, il est central, et surtout autour des femmes. Voilà. Alors, les femmes. Donc, les femmes, voilà. On en parle parce qu'effectivement, un chiffre qui était assez, d'ailleurs, interpellant, c'était que 30% de femmes entreprennent en France, mais en Île-de-France, il n'y en a que 25%. Donc, c'était une question quand même qui nous a interpellés. Et donc, on a décidé ensemble avec les élus, parce que j'ai 80 élus qui sont comme moi bénévoles et qui accompagnent cet établissement public pour redonner un peu de notre expérience et de notre vécu. On a créé un programme qui s'appelle Boost Entrepreneur, qui accompagne aujourd'hui un peu moins de 30 femmes qui ont créé leur entreprise qui ont moins de 3 ans. Il faut que ce soit des femmes qui ont créé entre 1 et 3 ans et qui rencontrent en fait énormément de difficultés. Donc c'est une formation professionnalisante dédiée aux femmes, un parcours d'1 an avec énormément d'ateliers. C'est du présentiel, C'est du présentiel, avec des parrains et des marraines. Le président de cette première promo, c'est Philippe Houzet, un grand patron des Galeries Lafayette, est vraiment un homme remarquable. Et donc, pendant 1 an, on les accompagne et on s'aperçoit que finalement, c'est pas un vain mot que les accompagner, parce que entreprendre en France, à Paris et aujourd'hui, c'est de plus en plus dur. Et on sent vraiment une vraie fragilité et une vraie difficulté de l'entrepreneuriat, surtout dans ces premières années. Et donc, sur le financement, sur le juridique, sur... Tout y passe. Et hier, j'étais au téléphone avec une des boosteuses qui me disait qu'elle avait obtenu un prêt juste pour financer son fonds de roulement, en partie grâce à ce programme. Ça l'avait aidé. Oui, bien sûr. Et puis donner confiance, donc la présentation des dossiers, vous avez entendu sans doute ce que je disais avec Agathe Vauthier juste avant, et c'est vrai que de toute façon, ce qui est clair, c'est que l'accompagnement est complètement majeur dans la capacité de développement, d'ailleurs des hommes et des femmes, c'est pas uniquement les femmes, mais c'est vrai en général, et après, les femmes ont des sujets plus spécifiques parce qu'effectivement, on part d'un petit peu plus loin dans la capacité, pas la capacité, parce que la capacité est la même, mais dans la façon de s'y prendre pour obtenir à la fois des financements, pour présenter des projets, pour avoir des investisseurs, etc. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bien sûr, si on veut être très factuel et analytique, c'est pas un biais, c'est une réalité. Elles lèvent moins de financement, elles ont moins de réseaux, Et alors donc là, on est dans la première promotion. On est dans la première promotion. Cette promotion, on va la déployer au niveau de la région et probablement au niveau national. Voilà, j'allais vous dire, il faut que ça serve, parce qu'aucune autre région n'avait jusqu'à présent lancé d'initiatives spécifiques. Alors, les régions ont développé des dispositifs autour des femmes, autour de l'accompagnement des femmes, des réseaux de femmes, mais ce dispositif professionnalisant, un parcours d'1 an... Ah oui, avec le SCP d'ailleurs. Avec le SCP, donc en fin d'année, elles auront une certification, un diplôme avec une de nos écoles. Vous savez qu'on a le SCP, HEC dans les écoles consulaires. Donc, il y aura
cette certification, ce qui est aussi important Bien aussi sûr. pour les femmes qui entreprennent et si elles veulent repartir, par exemple, dans un job en CDI ou autre, ça donne quand même un cadre, une légitimité en plus différente, oui, bien Donc, sûr. on souhaite le déployer au niveau national auprès des 122 chambres territoriales, régionales. Et je fais un travail actuellement, je suis en campagne pour aller proposer ce dispositif à l'ensemble des présidents, bravo. pour le coup, et à quelques présidentes, pour déployer ce dispositif. Et l'accueil? Non, l'accueil, en fait, est plutôt bon. Et en même temps, la question, mais pourquoi? Il y a cette question qui est de dire, mais non, on ne fait pas tellement le point. Les entrepreneurs, hommes et femmes, c'est pareil. Oui, bien sûr. Voilà. Non. Donc, Non. mais on force un peu. Et puis, je pense que voilà, d'ici 1 an ou 2, avant la fin de mon mandat, qui se termine en 2026, j'aurais pu couvrir tout le territoire. Alors, en tout cas, bravo et merci beaucoup pour merci pour cette énergie que vous mettez justement à la fois à la croissance économique de votre région, de votre périmètre, mais à la fois à la contribution des femmes en cherchant à l'étendre un petit peu au niveau national. Et moi, je suis persuadée que de toute façon, toutes ensemble et tous ensemble, parce qu'il faut les hommes et les femmes, on va y arriver. Il faut simplement ne pas lâcher. Moi, je pense surtout que la liberté, et c'est mon cas, moi, j'ai pu accéder à une liberté et une indépendance grâce à l'entrepreneuriat. Je pense que la liberté des femmes passe par la liberté d'entreprendre. C'est le mot totalement conclusif. Merci beaucoup, Soumia. Merci. Et donc, très bonne chance et très beau succès dans le développement de l'initiative. Merci infiniment. Bonjour Alexandra Curiel. Bonjour Marie-Claire. Heureuse de vous recevoir. Donc, Alexandra, quand je vous ai invitée, j'avais envie en fait de montrer une autre facette de la direction d'entreprise que ce que je fais habituellement, puisque je fais des portraits de femmes entrepreneurs directement. Et vous, je voulais montrer justement comment ça se passait pour une DG salariée d'un groupe familial qui plus est, et dans une activité qui est une activité en plus traditionnelle, puisque activité quasi centenaire, le groupe GESMA, vous allez nous en parler bien sûr, mais équipement ferroviaire, donc véritablement du lourd, comme on peut dire, en la matière. Alors, avant de parler de GESMA en tant que tel, comment fait-on finalement pour devenir DG salarié d'une telle boîte quand on démarre dans les fusions-acquisitions chez Lazare? Alors, bon, souvent, comme beaucoup de choses dans la vie, c'est des hasards et c'est du travail. Donc, j'ai effectivement fait du M&A pendant une quinzaine d'années. Et il est arrivé un moment dans ma vie où j'avais envie d'essayer autre chose. J'étais arrivée à la fin d'un cycle, peut-être. J'ai beaucoup aimé le M&A. C'est un métier passionnant, extrêmement prenant, mais très enrichissant. Mais on est côté conseil, on est toujours à côté de l'opération. Et je me souviens assez précisément du déclic que j'ai eu. C'était un soir, une nuit, où je travaillais sur les synergies dans une fusion qui devait être annoncée quelques semaines plus tard pour les actionnaires. Et je travaillais avec les opérationnels qui élaboraient le plan de synergie, les synergies opérationnelles, les synergies de coûts, les synergies d'investissement qu'ils allaient déployer sur plusieurs années. Et je me suis dit, ça c'est la vraie économie, c'est contribuer à la création de valeur. J'aimerais bien faire ça et pas être juste à côté, passer d'un deal à l'autre, même si c'est un rythme que j'aimais beaucoup. Et j'ai eu envie de rentrer dans, si je puis dire, l'économie réelle, contribuer et sur un cycle de plus long terme. Et donc la bonne opportunité est arrivée au bon moment. À ce moment-là de mes réflexions, j'ai été approchée pour rejoindre le groupe GESMA. Oui, c'est l'envie de faire, en fait. Finalement, c'est l'envie d'entreprendre, en réalité. Enfin, on y reviendra peut-être, mais c'est les mêmes ressorts, finalement, de créer et d'entreprendre véritablement soi-même qui vous a motivé. Et alors, donc, vous êtes arrivé dans le groupe GESMA, vous aviez eu une discussion, je crois, sur l'éventualité d'opérations à faire, et donc, ça a accroché avec l'actionnaire familial, et il vous a proposé donc de venir. Vous êtes rentré il y a maintenant une ça fera dizaine 10 ans d'années. l'année prochaine, donc bientôt 10 ans, bientôt mon 10e anniversaire. Oui, j'avais été embauchée au départ parce qu'il était question d'une réorganisation actionnariale. La société est restée dans la famille, au sein de la famille, donc j'ai contribué, de par mon expérience en M&A, à organiser la réorganisation. Et effectivement, après, j'ai eu la chance que l'actionnaire décide pour la première fois de l'histoire de la famille qu'il ne voulait plus diriger la société, puisqu'il y avait une famille actionnaire, c'est devenu un actionnaire unique. Il ne voulait plus diriger comme le reste de sa famille la société. Il a mis en place un COMEX. Et à ce moment-là, il m'a nommée directrice financière. Donc ça Vous avez commencé par là, directrice Absolument. financière. Oui. Ça sortait un petit peu de ma comfort zone, mais ça restait des choses que je maîtrisais à peu près, puisque c'était de la finance. Et 2 ans après, il m'a nommée directrice générale.
Et donc, pour la première fois, c'était quelqu'un qui n'était pas actionnaire, ni de la famille Gesmar, qui était directeur général. Alors ça, par expérience, dans mon métier précédent, je sais à quel point c'est pas toujours facile, tant pour l'actionnaire familial que pour le salarié ou la salariée qui arrive. Surtout que l'entreprise, encore une fois, on le disait, elle a 100 ans l'an prochain. Donc, ça veut dire que c'est une entreprise très installée, donc dans un domaine très traditionnel. Alors, comment ça s'est passé? Finalement, vous avez été confronté à quoi quand vous avez pris la direction de l'entreprise? Vous étiez en plus très jeune, vous étiez une femme jeune, dans un monde traditionnel. Donc, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, mais je pense que ça s'est bien passé parce que l'actionnaire m'a donné les facteurs qu'il fallait pour que ça se passe bien. Bon, d'abord, j'avais eu 3 ans de transition, donc j'avais appris le groupe. Et je pense que j'étais légitime au sein du groupe, pas forcément tout de suite comme DG, mais en tout cas dans ma position financière, ma légitimité n'était pas du tout remise en cause. Et c'est toujours pareil, c'est quand on travaille, quand on apprend, on fait des efforts, on arrive à faire reconnaître aux équipes, même si on est extérieur, qu'on est capable et qu'on est légitime. Et je pense qu'il y a 3 facteurs qui sont absolument essentiels pour que ça fonctionne dans une société familiale. Quand vous venez de l'extérieur, c'est d'abord, il faut que justement la famille assoit votre légitimité, vous donne l'autorité, alors pas le côté autoritaire, mais la capacité à diriger. Et ça, c'est quelque chose qu'il a fait et qu'il a tout de suite fait, parce que c'est vrai que quand j'avais une autorité assez naturelle de par mon passé sur les aspects finances, et la société, c'est une société très industrielle, très technique. Et la finance, c'était pas la chose la plus importante dans le groupe. Donc, j'ai tout de suite apporté de la plus-value. Et quand j'ai été nommée DG, c'était la première fois, donc c'était pas un Gesmar qui décidait. Et il y a certaines personnes de la société qui allaient vérifier quand même ce que je disais. J'ai pris des orientations qui n'étaient pas forcément les mêmes que ce que la famille prenait auparavant. Il y a eu beaucoup de modernisation, si je puis dire. Et donc, l'actionnaire était sollicité pour savoir s'il était d'accord. S'il validait, s'il était d'accord pour laisser faire. Ouais. Et il a tout de suite renvoyé à mon autorité en disant maintenant c'est Alexandra, la directrice générale, c'est elle qui décide. C'est bien. Donc ça, c'était absolument indispensable. Le deuxième aspect qui est important, je pense, c'est que quoi qu'il arrive, même si vous avez l'autorité, vous avez toujours la famille qui est présente. Et il faut arriver à bien délimiter qui fait quoi. Dans mon cas, l'actionnaire est évidemment au conseil de surveillance, donc il y a des décisions qui sont la prérogative du conseil de surveillance que je respecte. Je suis pas toujours d'accord avec certaines décisions, mais je respecte, et lui respecte les miennes. À un moment, nous avons refondu complètement la marque et changé d'identité de marque. Ça, c'était plutôt de l'opérationnel, mais ça touchait. Ah oui, bien sûr, le cœur. Quand même. C'était son nom, c'était le logo de la société, donc il a voulu être beaucoup plus impliqué. Et bien, j'ai respecté, évidemment. Et donc, il y a une délimitation claire. Il faut une délimitation claire, sinon ça revient vers la problématique d'autorité. Et la troisième chose, qui est vraie dans n'importe quel métier, mais je pense que c'est encore plus le cas quand vous êtes dans une famille, une société familiale, c'est il faut qu'il y ait une confiance et il faut qu'il y ait un alignement, évidemment, des directions. Dans une autre société, si ça ne va pas, vous changez de département, vous changez de boss. Dans une société familiale, il y a un boss. Et donc, si on n'est pas aligné et qu'on n'a pas une confiance réciproque, ça ne fonctionne pas. Donc, ça s'est bien passé. Bon, mais c'est bien, je trouve que c'est très intéressant tout ce que vous dites là, parce qu'encore une fois, comme c'est pas toujours évident, de donner vos trois règles fondamentales pour que ça fonctionne, je trouve ça très, très, très bien. Et alors, d'ailleurs, parlons quand même de Gesmar, parce qu'on n'a pas encore abordé. C'est quoi Gesmar et ça fait quoi et quels sont les enjeux de Gesmar aujourd'hui? Donc Gesmar, c'est une très belle ETI française qui a été fondée à Colmar donc, en 1924, donc on aura 100 ans l'année prochaine, qui est spécialisée dans les machines. Nous concevons et nous fabriquons des machines pour la pose et l'entretien des voies ferrées, tout type de voies, les lignes à grande vitesse, les réseaux urbains, trams, métro, les lignes conventionnelles de fret ou les ports et les réseaux miniers. Nous sommes très fortement implanté à l'international. 80% du chiffre d'affaires est fait à l'export. 80%, oui, ça c'est très bien on aussi. On a des filiales dans tous les continents. 4 usines en France, une usine en Italie, une usine aux États-Unis, parce que les besoins sont un peu différents. On est le leader de notre marché, un des leaders sur certains segments. Il y en a une des gammes probablement les plus étendues qui vont des petites machines légères, ce qu'on appelle machines légères, qui sont utilisées toutes les nuits, par exemple par la RATP pour entretenir les réseaux des meuleuses ou des tire-fonneuses, à des machines qui valent plusieurs millions, pour mesurer des véhicules roulants, pour mesurer les paramètres de la voie, ou des très gros portiques pour poser les voies. Donc c'est une gamme extrêmement large qui va des soudeuses aux camions rail-route ou Opel. Donc on est sur toute la chaîne de valeur du rail. Et donc c'est un métier, alors encore une fois c'est un métier très industriel. Et
en même temps, vous avez beaucoup d'innovation, sans doute. Oui. L'innovation, c'est absolument clé. On a la chance d'être sur un secteur qui est assez porteur. Il y a des enjeux qui sont très clairs. Il y a une augmentation de la densité dans les villes. Bien sûr. Il y avait moins de 50% en 2000 d'habitants dans les villes. On estime que ça sera plus de 70% dans 20 ans. Donc il y a un besoin de productivité, de systèmes de transport qui fonctionnent pour les villes. Donc nous, nos enjeux, c'est d'être de plus en plus productifs pour nos clients, de leur permettre de faire des travaux de plus en plus vite, évidemment de façon de plus en plus sécurisée, surtout dans les réseaux urbains. Et donc la R&D est très importante parce que le rail, c'est un métier qui est quand même assez traditionnel. Les méthodes n'ont pas énormément changé depuis les débuts du rail. Alors en France, on a la chance d'avoir un des marchés qui est le plus... Il y a des normes très élevées et la SNCF est un client qui est extrêmement... rigoureux et qui veut beaucoup de productivité. Exigeant, bien sûr. Et donc, ça nous permet de développer des innovations en France qu'après, on peut exporter dans le reste du monde. Mais donc, la R&D, c'est très important parce qu'il y a eu peu de changements dans les façons de travailler depuis des décennies. Et aujourd'hui, il y a vraiment un besoin de développement beaucoup plus massif du rail grâce à tous les plans d'investissement et au besoin de développer aussi bien les trains à grande vitesse de transport de passagers et fret que dans les villes où il y a vraiment un besoin prégnant. Avec l'impact également de la transition énergétique. Exactement. Et donc de ce que vous pouvez faire par rapport à ça. Je suppose que là aussi, vous travaillez beaucoup sur cette thématique-là, en lien avec vos clients. Nous sommes la société qui a été la première à électrifier complètement sa gamme. Donc aujourd'hui, tous les travaux qui sont faits sur les rails peuvent être faits avec... des options complètement vertes. Et on permet aussi le rétrofit de nos machines, toujours dans une optique de diminuer la consommation, d'engagement écologique pour ne pas obliger les clients à racheter des machines. Donc il y a certains de nos produits qu'on peut rétrofiter, donc on travaille beaucoup là-dessus. Et on a été en avance de phase puisqu'on a compris ce besoin. Maintenant, c'est très bien parce que toute l'industrie s'y est mise et ça va accélérer le mouvement. Il y a des réseaux aussi qui n'autorisent plus les moteurs thermiques sur leur ligne, donc c'est bien parce que ça permet d'accélérer le mouvement. Et donc la R&D, c'est très important parce qu'il y a effectivement ce besoin écologique et aussi d'accompagner nos clients et être de plus en plus productifs le plus vite possible. Écoutez, je crois que là, vous avez fait la démonstration, s'il en était besoin, de ce qu'une femme qui dirige une entreprise industrielle, d'une part, ça existe, à la tête en plus des ETI, qui sont vraiment la partie qu'on veut voir développer en France. On a de très beaux grands groupes, on a beaucoup de TPE, mais la partie ETI, c'est la plus faible, donc on a besoin de la développer. D'ailleurs, il y a des appels permanents aux femmes pour rejoindre le monde de l'industrie et pour être dans le cadre de TI. Donc, bravo pour tout ça. Et on voit bien que ça fonctionne et que ça performe. Donc bravo et merci pour tout ce travail. Voilà, écoutez, notre émission se termine. Donc là, c'est la fin de la saison 1 avec ces 12 épisodes, si j'emprunte un petit peu le langage des séries qui sont toujours très à la mode. Et je vous donne rendez-vous désormais à la rentrée, donc où on démarrera la saison 2 en septembre avec des témoignages qui, je l'espère, continueront à donner la pêche, puisque c'est ça l'objectif. Merci, très bon été à toutes et à tous.